Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter dans celle-ci les aspects du SEO technique de vos boutiques Shopify, en quoi cela est-il constitué, et cela étape par étape avec des exemples. C'est parti. La première partie et la plus essentielle, c'est tout d'abord les balises HN sur votre site. Alors les balises HN, qu'est-ce que c'est? Très simple, c'est tout simplement les différents titres et sous-titres de vos pages, hiérarchisés correctement comme un cours, et allant de H1 à H6. Vous donnerez plus d'importance au titre H1 et moins d'importance au titre H6, très peu utilisé d'ailleurs. En règle générale, sur une boutique e-commerce, on s'arrête à H4 grand maximum. Ce qu'il est impératif de faire, c'est que les titres se suivent au niveau hiérarchie. Vous n'allez pas mettre un H1 puis H3 puis H2, toujours H1, H2, H3, et vous pouvez, si vous voulez, revenir à H2. Ça revient à une hiérarchie d'un cours classique. Et également, ne jamais mettre plus d'un seul H1. C'est l'équivalent du titre de votre page. Il ne faut pas le dédoubler. Le but est donc de construire vos pages, que ce soit page d'accueil, page de collection, page produit avec une hiérarchie précise. Et chaque titre doit être dans le champ sémantique du mot-clé que vous visez. Si vous visez t-shirt panda, il va falloir que votre mot-clé se retrouve dans votre H1 et que vos H2, H3, H4 gravitent autour de celui-ci. Ça permet à Google justement de bien positionner vos pages dans son moteur de recherche. A noter que très peu de thèmes sur Shopify proposent à l'heure actuelle de pouvoir choisir ces HN, tout simplement parce que Shopify impose pour chaque thème publié sur leur theme store, soit d'office fixé avec des valeurs par défaut. Pour les changer, il faudrait donc aller dans le code, et avec les thèmes 2.0, ce système de blocs et sections interchangeables sur chaque page ne rend vraiment pas la chose pratique. Sur le Phantom Theme, on a donc pour chaque section où un titre peut être disponible, fait en sorte que vous puissiez choisir votre HN de H1 à H6. Et si vous souhaitez que ce titre ne soit pas un HN, vous pouvez le mettre tout simplement en P, tout en gardant le style de votre titre. Un exemple ici avec la section média avec texte. Pour le bloc texte, vous avez un titre et vous pouvez choisir son HN. Par défaut ici c'est en H2. Si vous mettez en P, le titre, comme vous pouvez le voir, ne change pas ni de police, ni de taille, ni quoi que ce soit. Mais par contre, dans le code, il a bien changé. Comme vous pouvez le voir, ici il est en H4, ce que j'ai demandé. Si je souhaite le mettre en H1, il passe en H1. La deuxième chose essentielle pour votre SEO technique, c'est de comprendre le fonctionnement des données structurées, de savoir comment les placer, dans quel contexte et pourquoi. Donc déjà, il faut savoir que les données structurées, c'est tout simplement un résumé de vos pages avec des données très claires et significatives pour que Google comprenne en fait le contenu de votre page, ça de manière bien hiérarchisée, bien contextualisée, et ça lui permet également de comprendre le web de manière générale. Tout ça de façon synthétique. Très utile pour le SEO du coup, forcément. Ça se décline sous deux manières. Vous avez soit cette manière-là qui est par exemple en type JavaScript. Comme vous pouvez le voir, on rappelle un contexte où ici, là, c'est tout simplement une recette de cuisine. Et on met quelques petites données, donc la date de publication, la description de la date, l'auteur de la recette, le temps de préparation, etc. Mais du coup, chaque type de données structurées a ses propres caractéristiques qu'on peut retrouver dans la doc de Google. La deuxième manière de pouvoir énoncer ces données structurées, c'est de le faire directement dans les balises HTML de votre page, comme ici, en définissant par exemple pour une application, le nom de cette application, le système opératoire Android, etc., etc. Ou même par exemple les revues de l'application, avec la note et le nombre. Personnellement, pour aller à l'essentiel et éviter de polluer l'HTML de vos pages, je préfère la manière JavaScript où tout est synthétisé directement au même endroit. A savoir que cette méthode-là est la dernière développée par Google et justement mise en avant désormais. Un dernier exemple concret avant de vous montrer en détail les différentes données structurées applicables à une boutique, ce sera du coup notre site fantôme avec les données structurées que j'ai pu mettre en place pour ce site aux yeux de Google. J'ai donc dans un premier temps mis la balise website avec l'URL et le contexte schema.org qui sera d'ailleurs toujours là dans n'importe quelle balise. Et juste en dessous, la balise de type organisation où j'ai pu décrire du coup l'URL, encore une fois, le nom, la description du site
également le logo et l'image principale. Et ensuite, same as pour définir les différents réseaux sociaux auxquels on peut être affilié. Je vais vous décrire donc maintenant les différentes données structurées applicables à vos boutiques. La première et la principale, c'est le fil d'Ariane qui se retrouve sur chacune de vos pages pour donner l'architecture de l'endroit où vous vous trouvez à Google avec une liste précise et ordonnée. Vous retrouverez donc, pour l'exemple d'une page produit, dans un premier temps et comme toujours, la page d'accueil renvoyant vers juste le slash avec la traduction du mot accueil dans toutes les langues. Puis, si jamais le lien comporte une collection, le nom de cette collection avec la position 2, son titre et son URL. Et en dernier, l'URL du produit ici avec le titre du produit et également la position 3 ou 2 si jamais c'est l'URL canonique, chose dont on va parler un peu plus tard dans cette vidéo. Vous aurez ensuite les données structurées générales pour toute page, website et organization, celle que j'ai pu montrer juste avant pour le Phantom Theme. Website où on indique qu'une recherche est possible sur le site et organization, même chose que tout à l'heure, où on indique les images vedettes, logos et les réseaux associés. Les réseaux associés étant du coup suivant ce que vous avez associé dans votre boutique dans les paramètres de votre thème. Pour les données structurées de la page produit, vous retrouvez ici l'URL, le nom, l'image du produit en vedette, les différents get-in, sont tout simplement les codes barres si c'est des produits physiques que vous envoyez, l'identifiant du produit, son SKU, la marque, les offres étant du coup suivant les variantes que vous avez de disponibles, avec la validité du prix, le prix promotionné, la devise et également la disponibilité. Ensuite vous avez la description et j'ai rajouté dans le Phantom, suivant les apps d'avis clients les plus connus, les données structurées suivant ces différentes applications pour également les notifier à Google. Ça permet notamment d'avoir les petites étoiles d'avis sur les liens disponibles dans les moteurs de recherche. Vient ensuite les pages de collection, où cette fois-ci les données structurées vont tendre à donner à Google la liste des différents produits qui sont disponibles dans la collection. Vous y retrouverez donc le nom de la collection, sa description, l'image vedette si vous en avez une, puis la liste avec tous les produits, leur position, leur URL et leur nom. Pour les deux derniers, vous retrouverez article, où là on aura la description, le titre, les mots-clés, dernière date de modification par rapport à la date de publication, main entity of page concernera l'URL de l'article, article body c'est le contenu de l'article, publisher c'est le site, author, ça va de soi, c'est l'auteur, puis l'image de l'article de blog si jamais il y en a une en vedette. Et pour terminer, les blogs. Blog étant le même principe que pour les collections, où on va donner le nom, la description et l'URL du blog, et également la liste des articles de blog, avec encore une fois les différents attributs qui peuvent être donnés à un article de blog. Je vous invite à faire pause sur chacune de ces données structurées pour voir justement comment est-ce que j'ai pu les constituer et l'adapter à votre thème si vous n'êtes pas sur le Phantom. J'espère pour l'instant que le contenu de cette vidéo vous plaît, et si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et liker cette vidéo. On continue. En troisième point dans le SEO technique, on a ce qu'on appelle l'URL canonique. Alors il y a beaucoup de mythes et légendes à ce niveau-là, alors que la chose est très simple, surtout notamment vis-à-vis des pages produits sur Shopify, et je vais essayer de démystifier au mieux tout ce qu'il y a pu se dire à ce niveau-là. Une URL canonique, c'est quoi? C'est tout simplement l'URL principale menant à une page parmi toutes les URL y menant. Donc là, imaginons sur cette page en question, sur cette image, on a une URL en www, une autre en HTTPS, une autre en HTTP, une autre avec par exemple des arguments dans l'URL, une autre avec une URL longue. Donc par exemple, on peut prendre les collections intégrées dans l'URL pour une page produit, ou tout simplement l'URL directe menant à la page produit. La page affichée sera la même, pourtant comme dit l'expression, plusieurs chemins mènent à Rome, et tout simplement l'URL canonique sert à indiquer à Google quelle est parmi toutes ces URL menant à la même page l'URL principale qu'il faudra indexer. Les autres seront crawlés par Google, mais lui-même détectera que ce n'est pas l'URL principale, il en tiendra compte pour le maillage interne de votre site, mais ne l'indexera pas, elle ne sera donc pas présente dans les moteurs de recherche. C'est pourquoi, sur un site, de manière générale, surtout dans des boutiques Shopify, il est préférable que dès que ce soit possible,
Au niveau du maillage interne, pour arriver à vos produits, il y ait l'URL avec la collection à l'intérieur. Pourquoi ça? Tout simplement pour enrichir à la fois le fil d'Ariane et le maillage interne retournant vers votre collection. Ça permet justement de compléter l'architecture de votre site, mais Google, l'URL canonique par défaut sur le Phantom Theme par exemple, étant l'URL courte, c'est-à-dire votre nom de domaine /product /nom du produit, vous avez du coup l'URL la plus courte qui sera indexée, mais l'URL présente sur votre site avec l'URL collection permettant un maillage enrichi. Il ne faut donc pas mettre de balise noindex sur vos autres URL pour éviter qu'elles se fassent indexer, tout simplement parce que Google a déjà traité le problème avec cette simple balise rel canonical. Automatiquement, Shopify génère cette URL canonique qui sera l'URL courte et principale sur votre boutique, que ce soit pour vos articles de blog, pour vos blogs, pour vos produits, vos pages de collection, etc. Et ça se situe simplement avec cette balise link rel-canonical href et en liquide canonical _ URL. Vous la positionnez dans votre balise head, dans votre fichier theme.liquide. Le quatrième point concerne les Web Core Vitals, ou en français signaux web essentiels, mis en avant environ vers juin 2021. Et ça vise tout simplement à ce que les sites soient de plus en plus performants, notamment sur mobile, pour qu'il y ait une meilleure fluidité au niveau de l'expérience utilisateur, et ça influe directement sur votre positionnement dans les moteurs de recherche. Alors les Web Core Vitals, qu'est-ce que c'est? Ça se décline en 3 points principaux. Vous avez tout d'abord le LCP, Largest Contentful Paint, le First ID, First Input Delete, et le CLS, Cumulative Layout Shift. Je vais donc vous détailler point par point qu'est-ce que sont ces métriques et comment les tester avec les outils les plus connus, comprendre un petit peu ce qu'il en ressort et quoi faire. Vous avez dans un premier temps le Largest Contentful Paint, dit LCP, qui ne doit pas dépasser 2,5 secondes sur PC et mobile. C'est tout simplement le temps de chargement que met le contenu le plus large visible au chargement de la page, et le but étant qu'il soit entièrement visible et fini de charger le plus rapidement possible pour éviter à l'utilisateur d'avoir une page blanche ou du contenu manquant, un chargement trop lent ou autre. Pour pouvoir le réduire, il faut notamment éviter de charger ou précharger des fichiers inutiles en CSS ou JavaScript et faire en sorte qu'ils soient au niveau du lazy loading directement chargés par la page. Vous avez ensuite le First Input Delay. C'est une métrique, disons, qui est gérée plus ou moins par Shopify au niveau du temps de réponse du serveur et des fichiers JavaScript également chargés en amont de votre partie HTML, donc dans la balise head de votre site. Bien sûr, ça passe par les applications tierces que vous installez, les différents plugins ou les banques, tout simplement les librairies JavaScript qui vous permettent d'utiliser votre thème de manière générale. Le moins sont chargés en amont, le mieux c'est. Et enfin, le Cumulative Layout Shift, qui est tout simplement la mise en page avec décalage à éviter au maximum. Pour illustrer le Cumulative Layout Shift, un exemple concret avec ce petit gif où on voit quelqu'un qui essaie de revenir en arrière, mais un bout de HTML apparaît au moment où il clique, et ça lui fait cliquer malencontreusement sur le fait de placer sa commande, ce qui n'était pas souhaité. Et forcément, ça nuit fortement à l'expérience utilisateur, surtout quand il y a des décalages entiers d'une page, parce qu'un petit élément tout en haut s'est rajouté. Pour pouvoir tester ces différentes métriques, il faut savoir que les données que vous testerez sur les différents sites que je vais donner ne sont que théoriques, et c'est dans la pratique, lorsque vos utilisateurs de votre site parcourent vos pages, que ces données et métriques seront récoltées par Google et utilisées pour votre positionnement. La moyenne est effectuée sous l'ordre de 28 jours en moyenne, et bien sûr, elle n'est disponible qu'à partir du moment où vous avez un certain nombre de trafics mensuels sur votre site. On prend donc dans un premier temps l'exemple de PageSpeed Insight, qui est le plus connu, outil fourni directement par Google, où vous pouvez du coup tester à la fois mobile et bureau, test que j'ai pu faire sur une de nos boutiques démo, où comme vous pouvez le voir sur mobile, on obtient une note de 82, avec un Cumulative Layout Shift inférieur à 0,1, ce qui est nécessaire pour avoir un bon positionnement, un TBT à 90 millisecondes, ce qui est parfait, et un Largest Contentful Paint qui est à 4,3 secondes en théorie. Après, naturellement, il faut savoir que les tests effectués avec PageSpeed Insight sont sur une 4G lente et un téléphone pas forcément le plus performant, un Motorola G4. C'est fait exprès car ils considèrent que lorsque vos métriques sont excellentes sur ce type d'appareil, alors elles le seront encore plus sur les nouveaux comme un iPhone XR ou un Samsung S22. À savoir que ça dépend énormément par exemple de votre contenu multimédia ou JavaScript, comme toujours. Là en premier lieu, en page d'accueil on charge une vidéo,
Donc pas étonnant qu'on ait un 4,3 secondes en LCP sur mobile. Après 82 mobile, faut savoir que c'est une excellente note à comparer par exemple avec Amazon tout simplement, qui est un des leaders mondiaux au niveau des sites web e-commerce. Et comme vous pouvez le voir, dans la théorie, on est à du 2,9 secondes en LCP, 69 sur mobile. Mais dans la pratique, et c'est pour ça que je viens à vous le montrer, c'est que voilà, on a justement l'expérience des utilisateurs, chose sur laquelle Google se base de manière définitive, où avec de bonnes connexions et une moyenne de toutes ces données, on obtient tout dans le vert. Notre boutique démo n'étant pas encore assez visitée, on n'a pas ces données comme vous pouvez le voir ici. Mais voilà, en théorie, PC on obtient du 99, tandis que des sites très connus obtiennent par exemple du 86. En règle générale, on va dire que PC c'est assez facile d'atteindre du 90-100 et mobile, l'idéal pour une boutique e-commerce sous Shopify, c'est d'être entre 60 et 80. C'est déjà très bien et ça n'empêchera pas le rank, voire même mieux, ça l'optimisera par rapport à toute la concurrence qui peut se trouver sur le marché au niveau du e-commerce. Vous avez également un autre outil que j'utilise et qui est bien plus détaillé au niveau des différents aspects de ces métriques, qui est Web Page Tester, où vous avez le détail LCP, Cumulative Live Archive et Total Booking Time, avec à la fois de la vidéo, des données très précises, des positionnements, l'affichage en cascade des différents éléments chargés sur le site. Plus il est beau, mieux c'est, bien sûr. Et vous avez voilà la totalité avec même par exemple pour le CLS, voilà, vous avez les mini changements de page et à quel point ça influe le rechargement. Donc là on a quelque chose de très 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 light. Comme je vous ai dit, c'est 0,1 et en dessous qui est abordable. C'est ce que veut Google. On a 0,002, donc c'est parfait. Ensuite, on en vient à parler des balises no-index. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on les utilise? Les balises no-index servent tout simplement à dire à Google de ne pas positionner certaines pages de votre site sur les moteurs de recherche. Ça évite à la fois de faire en sorte qu'elles soient accessibles sur les moteurs de recherche en polluant entre guillemets le positionnement des autres pages bien plus essentielles, mais également ça économise du budget à Google de ne pas prendre en compte certaines pages de votre site. Je pense notamment aux pages légales, pages pour lesquelles on utilise le plus souvent ces balises, ou des pages comme des espaces clients ou des choses comme ça, qui sont plus réservées au site en lui-même que à l'accessibilité sur les moteurs de recherche. Vous pourriez mettre la page login en indexation, mais tout ce qui suit la page login dans l'espace client, non. On se retrouve donc sur notre page légale du site fantôme, et je vais vous montrer tout simplement la manière de mettre une balise no index, comme ceci. Une balise HTML méta, avec en nom robots, et en content no index. Ni plus ni moins. De par ça, vous indiquez à Google qu'il ne faut pas prendre en compte cette URL, malgré qu'elle soit crawlée. Pourquoi est-ce qu'elle est crawlée? Tout simplement pour indiquer à Google que la page existe mais qu'il ne faut pas en tenir compte. Une chose à éviter, qu'on a pu avoir sur le long terme, c'est de mettre un lien HTML à href avec une balise rel nofollow noindex. Pourquoi? Tout simplement parce que cet attribut-là a été créé par Google pour les forums, notamment pour éviter justement le spam au niveau des redirections et backlinks. Vous pouvez donc potentiellement mettre ces attributs-là sur un espace commentaire, par exemple dans vos articles de blog, généralement générés automatiquement, ou par exemple dans des liens d'affiliation ou backlinks redirigeant vers d'autres sites, mais sûrement pas sur des pages qui concernent votre site à vous. Autant mettre une balise non-index sur la page que vous ne souhaitez pas indexer, mais il faut au minimum qu'elle soit crawlée par Google, qu'il en ait connaissance. Enfin, la dernière chose importante est le text to HTML ratio. C'est la quantité d'HTML nécessaire pour afficher la quantité de texte d'une page. Ça va très fortement dépendre du thème que vous utilisez et également du contenu textuel que vous affichez sur vos pages. Le but étant donc d'avoir quand même un text to HTML ratio le plus correct possible. Sur une boutique e-commerce, page produit par exemple, on est environ à du 2% abordable. C'est faible, mais disons que même si c'est faible, ça reste une bonne moyenne. En effet, voilà, une page se situant vers 3-4 et au niveau texte HTML ratio, une très bonne page. Après, à savoir, comme je l'ai dit, ça dépend du contenu textuel, mais ça donne également une forte indication sur le contenu HTML, pas forcément nécessaire dans les pages, et la structure de manière générale d'un site. En soi, le texte to HTML ratio n'est pas forcément la métrique la plus importante, mais tout simplement elle indique un code HTML en bonne santé. La partie sur le SEO technique est désormais terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à rejoindre nos différents réseaux sociaux Facebook et Discord pour être en relation avec des commerçants engagés experts dans leur domaine, assister à nos différents lives
ou tout simplement si vous avez besoin également poser vos questions sur ces cadeaux. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets, une agréable journée et à très vite.